Alors la sagesse passe pas nécessairement par le rock'n'roll, mais vous allez voir que la sagesse et le zen, ça peut être très rock. Trois amis en quête de sagesse. Autant le dire tout de suite, il n'y a pas de recette. Évidemment, il n'y a pas de méthode à appliquer. Tout est une question de recherche personnelle. Cet échange est passionnant parce qu'il confronte des expériences et surtout des tentatives de réponse face à des cas très concrets. Comment apprendre à vivre avec nos émotions, par exemple? Comment finir avec la culpabilité? Est-ce que vous savez ce que c'est que la vraie liberté, vous? Comment soigner les maladies de l'ego, etc., etc. Échange d'autant plus intéressant que vous n'êtes pas toujours d'accord entre vous et que de vos différences jaillissent des pistes pour le lecteur. Je rappelle que vous êtes donc Alexandre Jolien, philosophe, auteur de plusieurs essais dont L'éloge de la faiblesse ou Petit traité de l'abandon. Ce sont des livres qui reviennent notamment sur votre handicap, sur cette infirmité motrice cérébrale liée à un mauvais tour joué par votre cordon ombilical à la naissance. Mais ce sont des livres qui développent aussi beaucoup de choses sur l'idée de vivre à fond sa vie. Mathieu Ricard, vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, moine bouddhiste, mais vous vivez au Népal où vous vous occupez en vous consacrant pleinement de très nombreux projets humanitaires. Vous racontez d'ailleurs que vous avez vécu, vous le racontez au début du livre, dans un monastère dans l'Himalaya pendant 25 ans, quasiment sans bouger, presque sans parler, sans savoir ce qui se passait dans l'actualité. On vous doit de très nombreux ouvrages, notamment un plaidoyer pour l'altruisme, un plaidoyer même pour le bonheur. On va voir que vous avez évolué sur cette question depuis le livre. Et puis enfin, Christophe André, vous êtes psychiatre, disais-je, vous exercez notamment à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, et on vous doit un travail très important sur la force des émotions, sur l'estime de soi. Bon nombre de livres consacrés à la sérénité, puis à la psychologie du bonheur. Alors en lisant votre livre commun, je me suis dit que le véritable titre aurait pu être en réalité Les tontons flingueurs de l'ego, en quelque sorte. C'était un titre qu'on a failli retenir. Ben voilà. Quel est le sens que vous voulez donner à vos échanges, tous les trois? Christophe André. Sincèrement, ça a d'abord été un plaisir de nous réunir. Vous savez, c'est rare dans la vie qu'on puisse décider de retrouver des amis pendant 15 jours pour échanger, pour prendre le temps de parler, d'approfondir, de réfléchir ensemble sur des grands sujets. Pas seulement pour rire ou pour se balader, ce que nous avons fait, mais aussi se dire, voilà, ces deux créatures sont mes amis, ils sont intelligents, je les aime, on a plein de choses à se dire. Arrêtons-nous pour parler, réfléchir. Ça a été... sans doute, à mon avis, le primum movens. Après, et notamment grâce à Mathieu, une fois qu'on a été ensemble, on s'est dit, essayons de faire que cette rencontre soit utile aux autres. Et chaque fois que nous avions une séance de travail, Mathieu calmait un peu, parfois c'était un peu dissipé, nous disait, les gars, on se pose et on va réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. On va réfléchir au fait que ce que nous faisons doit servir aux autres, ne doit pas être uniquement notre petit plaisir intellectuel, égotique. Et c'est un peu l'idée du livre, quelque chose qui est au départ un plaisir, une joie intellectuelle, affective, qu'on essaie de transformer en outil de transmission, non pas d'une sagesse, mais d'une manière de chercher à s'approcher de la sagesse. Alors qu'est-ce que c'est la sagesse? On a le sentiment que vous êtes d'ailleurs dans le livre à plusieurs reprises, et Christophe André le rappelait très bien, un peu le grand frère, celui qui... vous ne rappelez pas à l'ordre, mais vous vous recentrez. Voilà, Qu'est-ce que c'est la sagesse, Mathieu Ricard? Et finalement, quand on réfléchit, vous prenez des philosophes, des jardiniers, des mathématiciens, des ouvriers, des dirigeants, ils peuvent être excellents dans leur discipline ou des pianistes, mais pas forcément d'excellents êtres humains. Il y en a qui peuvent être mesquins, pervers, narcissiques, tout ce qu'on veut. Et ça n'empêche pas qu'ils sont d'excellents mathématiciens ou des virtuoses au piano. Un sage, on se dit oui. Si on dit c'est un grand sage, mais dommage qu'il soit complètement de mauvaise humeur du matin au soir. Ça ne marche pas. Donc il faut que ça soit un grand lettré ou un ermite extrêmement simple ou un sage, un paysan. Il faut le messager soit le message. C'est-à-dire que dans sa manière d'être, dans sa manière de se relier aux autres, dans sa manière de parler, de penser, d'agir, il y a un élément de discernement. Il ne faut pas qu'il y ait un fossé avec la réalité. À la fois, il y a une certaine force dans le sage, mais une certaine légèreté parce qu'il n'est pas concerné par la louange et la critique, etc. Donc le sage, c'est vraiment un être qui a une cohérence vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Ouais. Alors ça, sur ce sujet, la cohérence, vous n'êtes pas toujours totalement d'accord. Jusqu'où devons-nous être cohérents? Est-ce qu'il n'y a pas une tyrannie aujourd'hui de la cohérence, exigeant que nous le soyons du jour au matin? Vous le retrouvez ça en psychiatrie, Christophe André? Oui, bien sûr. Enfin, là aussi, c'est une question de terminologie. Pour nous, ce qui est important dans la cohérence, en tout cas, c'est qu'il n'y ait pas de mensonge entre la parole publique
et le comportement privé. Et ce mensonge est d'autant moins acceptable que vous êtes un personnage relativement public. Chacun de nous trois est un petit peu connu dans son milieu, et ça nous semblerait épouvantable qu'au fond nous prônions telle ou telle conduite de vie et puis qu'en nous comportant au quotidien on fasse exactement l'inverse. On sait que ça arrive chez des politiques qui encouragent à la rectitude fiscale et puis qui fraudent, etc., etc. Et sur ça on est quand même assez d'accord. Alors c'est vrai que... Mais ce qui est intéressant, c'est que vous redéfinissez des concepts, vous redéfinissez des termes très simples, hein, cohérence, sagesse, joie, bonheur, oui, à l'aune de ce que vous pouvez avoir comme formation. Est-ce que vous aviez beaucoup travaillé sur la psychiatrie, Mathieu Ricard, avant de lancer la conversation avec J'ai une formation scientifique et je travaille beaucoup maintenant dans le domaine des neurosciences et de la psychologie, mais bon, je ne suis pas spécialiste. Tu t'es intéressé à ça, Mathieu. Oui, mais bon. Alexandre Jolien, vous êtes philosophe. C'est pas un sage, le philosophe? Non, par définition, c'est quelqu'un qui aspire à la sagesse, qui regarde devant, qui essaie de progresser vers elle. Je crois que le mot sagesse, ça paraît quelque chose qui tombe du ciel et quelque chose d'écrasant, mais je crois que c'est tout simplement tendre vers la sagesse, c'est une manière de vivre, une conversion du regard. Est-ce qu'on se met au centre du monde? Est-ce qu'on passe en mode émotionnel? Pour moi, la sagesse, c'est vraiment un savoir-être et vraiment, très concrètement, se demander qu'est-ce qui est essentiel à l'existence. Oui. Et est-ce que vous avez la réponse à cette question qui vous traverse, qui traverse le livre? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi en ce qui vous concerne, Alexandre Jolien? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Pardonnez-moi de rappeler que vous avez 40 ans, je le dis, parce que Mathieu Ricard parlait de ses 70 années. Oui. C'est intéressant, c'est un dialogue intergénérationnel. À 40 ans, qu'est-ce qui est essentiel, Alexandre Jolien? J'ai l'air d'un gamin et je le suis. Je crois de plus en plus le rapport à l'autre. Et paradoxalement, le rapport à l'autre qui doit être libéré du candidaton. Dans ma vie d'handicapé, le poids du candidaton est vraiment massif et je crois que se libérer de la comparaison, se libérer de l'égoïsme, du narcissique, c'est un chemin éminemment concret, libérateur. Ce qui compte, c'est le pas qu'on est en train de faire en ce moment. Chaque pas compte. Et vous racontez d'ailleurs très très bien dans des passages autobiographiques à quel point pour vous c'est un combat presque quotidien, la tentation de toujours se comparer. Parfois ce sont vos enfants, racontez-vous, à Mathieu et à Christophe, ce sont vos enfants qui vous rappellent à l'ordre. À un moment vous parlez de vos maîtres respectifs. Vous avez cette très belle phrase, finalement mes enfants sont mes maîtres. Oui, encore tout récemment, je montais dans l'ascenseur chez nous avec mes enfants et les trois ont dit « Papa, on t'aime ». Et là, j'ai eu presque un déclic. Si on avait dit à ces petits-enfants « Vous avez le choix, un papa handicapé ou un papa comme les autres », je suis presque certain que chaque enfant choisirait un papa qui n'a pas de handicap. Eh bien, pour moi, le détachement, c'est ça. Être ouvert, je suis pas sûr que mes enfants aimeraient changer de papa. Enfin, si, je suis sûr que non. Eh bien, le détachement, la sagesse, c'est un regard qui transperce les apparences. C'est un truc très concret. Quand on va au bistrot, au restaurant, est-ce qu'on voit ça c'est très sartrien, est-ce qu'on voit le serveur ou bien notre regard perce la fonction qu'il exerce? Est-ce qu'on voit un moine déguisé en rouge et en ocre ou on va au-delà du mythe rencontrer un copain en chair et en os? Pour moi, la sagesse, c'est vraiment d'avoir été au contact de Christophe et de Mathieu, c'était un changement de regard sur la vie perpétuel. Ouais. Et c'est source de joie. Alors vous l'avez dit, pour vous, l'essentiel, c'est se débarrasser
de ce regard d'autrui, du qu'en dira-t-on. Mais pour vous, Mathieu Ricard, là, quand on fait ce que vient de dire... Pour aimer, c'est-à-dire pas un truc narcissique, je me libère des autres, c'est être dépouillé pour aller vers l'autre. Pour être disponible à la rencontre. Parfait. Et pour vous, l'essentiel. Quand vous dites qu'on n'est pas d'accord, par exemple, là, je vais dire quelque chose de différent. Mais c'est plutôt des éclairages. Ouais. On n'a pas de différence fondamentale. Et ce que je trouve qui est beau, c'est ce qu'on appelle un phénomène émergent en physique, c'est quelque chose qui est plus que la somme des unités. Ah, on sent le scientifique hein, Oui, qui, non, mais c'est vrai. qui revient. Il y a quelque chose qui a émergé de notre rencontre. Alors la sagesse, vous voyez, est-ce que c'est clair? C'est comme si vous êtes devant l'Everest. L'Everest, il est clair. Simplement, vous n'êtes pas totalement sûr de pouvoir avoir la capacité de gravir l'Everest. Mais ceci dit, vous n'avez aucun doute que l'Everest existe ou pas. Donc, pour le bouddhiste, la sagesse, c'est on ne peut plus clair. C'est se débarrasser de la confusion mentale, c'est se débarrasser de toute forme de malveillance, de toute forme de jalousie, d'arrogance, etc. Toutes ces toxines mentales qui empoisonnent notre existence et celle des autres. Donc, le but est clair. L'accomplissement de ça, c'est la sagesse. Pardonnez-moi, le but est clair, mais comment y parvient-on? Justement. C'est un peu moins clair, ça, tout de même. On voudrait tous réussir. Mais comment faire? Alors, d'où là, toute l'idée d'une spiritualité vécue, où pas à pas, c'est pas... Alors, le développement personnel, c'est très joli. On vous dit, en 7 points et en 3 semaines, vous allez devenir plus séduisant et plus heureux. Alors ça, c'est l'arnaque assurée. Hein. Non, mais sans franchement. Oui, ah bah ça... Une lente transformation, moment après moment, mois après mois, année après année, émotion après émotion, pensée après pensée. Mais si vous avez un sens d'une direction, oui, la haine, la malveillance, c'est quelque chose qui est délétère profondément pour moi et pour les autres. Oui, se faire ronger par la jalousie, ça ne fait pas la couleur de l'existence, ça vous ronge l'existence. Donc quand ces choses-là sont claires, peu à peu, pensée après pensée, on peut travailler là-dessus. Et pour moi, c'est ça la sagesse. Et c'est très pratique. Oui, c'est très concret. Il y a les points, évidemment, ce n'est pas des points de divergence, mais parfois, vous l'avez dit, ce sont les points de rencontre sur des idées qui, a priori, vous ne partagez pas tous, qui, encore une fois, donnent au lecteur des pistes nouvelles de pensée. Et il y a une chose qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est ce chapitre que vous consacrez à l'ego, notre ego, comment guérir de l'égocentrisme, on en parlait un petit peu ici, et on voit un point de divergence assez fondamental entre, d'une part, Mathieu et Alexandre, vous êtes à peu près sur la même position. Équipe. Voilà, vous faites équipe. Et puis vous, Christophe André, on a le sentiment que... Alors je vous pose la question tout simplement, est-ce que c'est un ami, l'ego, ou est-ce que c'est un imposteur? C'est un outil. C'est un outil qui peut être un ami, qui peut être un imposteur. Et c'est vrai que c'était un des points de divergence, effectivement. Vous êtes plus nuancé que dans le livre, hein, Christophe André, ce soir. Oui. Ben j'essaie d'être consensuel, mes deux copains me surveillent. Non, mais pour revenir à notre dialogue, effectivement, moi je suis médecin des âmes brisées, je suis psychiatre, donc je vois tellement de gens qui souffrent d'un ego qu'ils ont tendance à agresser, à dévaloriser, à malmener, qu'il m'est difficile d'avoir une position de théoricien, de philosophe, de bouddhiste, d'homme de religion, en leur disant lâchez l'ego, abandonnez l'ego, l'ego est une illusion, l'ego est un trait. Destructeur, imposteur, voilà, qui nous détruit, voilà. Il faudrait s'en débarrasser. Et ce que je veux, dans un premier temps, c'est qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils aient de la tendresse, du respect, de l'affection pour eux, de l'auto-bienveillance, qu'on appelle l'autocompassion ou de l'auto-bienveillance. Donc, je commence jamais par parler de l'ego, d'ailleurs. Je commence par leur parler d'eux et leur montrer que finalement, cette violence qu'ils s'imposent par des agressions physiques, des agressions psychologiques, est une source de souffrance inutile. Un des grands problèmes que nous avons dans notre vie, c'est de comprendre qu'il y a des souffrances que nous ne pourrons pas éviter. La vie est une succession de souffrances, de douleurs, de violences que nous avons tous à subir. Et puis, en plus de ces souffrances issues du réel, il y a toutes les souffrances que nous fabriquons dans notre virtuel psychologique. On amplifie, on dramatise, on anticipe, on se voit misérable. Ces souffrances-là, il faut absolument apprendre à les alléger, à s'en débarrasser. Et pour cela, il faut se vouloir du bien. Et ça ne va pas de soi. Et c'est là parfois il arrive qu'au fond, je leur dise doucement, les gars, on commence d'abord par chouchouter cet ego dont on sait bien qu'un jour, il va falloir aider les personnes à s'en débarrasser. Bien sûr que quelqu'un dont l'ego va bien, l'ego, c'est un moteur de frigo, c'est un moteur de voiture. Un moteur de frigo. Oui, c'est un moteur de frigo. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il ne fasse pas dans toute la maison, c'est qu'il soit silencieux. Il fait son boulot, on ne l'entend pas. Moins vous entendez votre ego, mieux ça veut dire qu'il fonctionne correctement. Donc l'oubli de soi est un objectif, mais on commence par là. Et Alexandre Jolien écrit, dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermer. Vous êtes pour dévaluer complètement
l'ego. Christophe André nous dit c'est presque au fondement de l'estime de soi. On en a un peu besoin. Et une autre expression, hein, vous avez page 72, vous voulez vous battez un petit peu. Vous dites attendez, l'ego est un mal nécessaire comme un véhicule de location. Oui, oui. On le loue, on le rend. Oui, c'est ça. À un moment donné, on va lâcher le truc. Bon, tellement de nos souffrances viennent de l'ego, une fois de plus, soit parce qu'on s'aime trop, soit parce qu'on ne s'aime pas assez, mais on est centré que sur soi. Le symptôme, très simple, c'est j'arrive dans une soirée, il y a plein de monde, et quelle est la nature de mes pensées? Est-ce que ces pensées sont centrées sur moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'ils vont me trouver intelligent? Est-ce qu'ils vont me trouver intéressant? Est-ce qu'ils vont me trouver idiot? Ou au contraire, tiens, il y a plein de gens différents, plein de gens que je ne connais pas, de quoi va-t-on parler? Dès que je ne pense plus à moi, eh bien la vie devient intéressante, apaisante et beaucoup plus épanouissante aussi. Vous évoquiez la souffrance, évidemment, elle est omniprésente dans le livre, peut-être parce qu'elle est très souvent au fondement de la vie, de la littérature aussi, de l'art, bien évidemment. Et c'est le meilleur moyen pour vous trois de vous interroger sur le bonheur, sur l'aspiration que nous avons vers le bonheur. On y aspire tous, puis parfois, par ignorance, par erreur, par distraction ou par volonté, on détruit ce bonheur. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela? Prenez le problème à l'envers. Si on avait écrit des livres, la souffrance, ça intéresse un peu moins. C'est sûr que le bonheur, c'est plus vendeur. Voilà, enfin, c'est pas non plus votre ce que j'allais sujet. vous dire. Mais en fait, la vérité, est-ce qu'on aspire tous au bonheur? Prenons le problème à l'envers. Est-ce que je me réveille le matin en disant « Ah, puisse-je souffrir toute la journée et c'est possible tout le reste de mes jours ?» Non, c'est clair. Simplement, on est souvent dans une grande confusion. On ne sait pas où le chercher, on lui tourne parfois le dos. Il y a parfois une sorte d'addiction aux causes de la souffrance. Quand on parle du renoncement dans le bouddhisme, c'est l'un des termes les plus mal compris qui soit. C'est pas renoncer à ce qui est bon dans l'existence, ça serait absurde. C'est renoncer aux causes de la souffrance. L'oiseau qui sort de sa cage, il ne renonce pas à sa cage, il s'en libère. Donc l'idée de liberté va de pair avec l'épanouissement, la plénitude. Le démonia des Grecs, c'était l'accomplissement, la plénitude. C'est pas le bonheur où tout le monde saute de joie et s'écroule épuisé après avoir fait semblant d'être heureux. Se libérer, premier pas vers la liberté. Mais se libérer de quoi? Se libérer des poisons mentaux, se libérer non pas d'un ego sain, c'est-à-dire d'un être humain qui fonctionne normalement comme une personne, mais de cette la façon de s'agripper à cet ego, à lui donner une telle importance au centre de notre être, que si on allait extirper le cœur même de notre être. C'est là où l'imposture a lieu. C'est pas, il faut être beaucoup plus nuancé. Évidemment qu'on a une personne, qu'on a un moi, que j'ai chaud, j'ai froid, je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Cette personne ne néglige jamais. Mais à partir du moment où on est uniquement obsédé, soit par protéger l'ego, soit par essayer de lui plaire, le monde entier devient soit une menace, soit un instrument égocentré de notre bien-être personnel, là, ça déraille. Je reviens à cette question du bonheur. Quelle est votre aspiration, vous, Mathieu Ricard, votre définition du bonheur personnel? A-t-elle évolué depuis ce plaidoyer que vous avez signé au tout début du XXIe siècle, donc il y a déjà une douzaine d'années? Pas vraiment. Si vous voulez, l'idée c'est que bon, le plaisir c'est très bien, mais c'est un autre continuum, parce que le plaisir change, il est impermanent, il dépend des causes, des circonstances, et puis on peut avoir beaucoup de plaisir de manière totalement égoïste, par exemple. Le bonheur, c'est une manière d'être. Et une manière d'être, c'est pas une chose, il n'y a pas le bonheur qu'un grand B, on ne le trouve pas dans le cerveau non plus. C'est une manière d'être qui rassemble un ensemble de qualités humaines. Et alors, ce qui a peut-être évolué, c'est que de plus en plus, je suis profondément persuadé que le bonheur sans bonté, sans altruisme, ça n'existe pas. Un bonheur égoïste, c'est un concept autodestructeur. Moi, du matin au soir, vous vous rendez l'ami misérable et vous la rendez misérable à tout le monde autour de vous. Puis ça ne fonctionne pas parce que ça présupposerait qu'on soit des bulles où ça semble renfermé dans l'ego, tous individuels, tous séparés les unes des autres, et qu'on pourrait construire le bonheur dans notre petit coin. Le bonheur des autres, ce n'est pas notre affaire, ça serait plus facile. Ben, ce n'est pas comme ça, parce que nous ne sommes pas des entités séparées. Donc l'idée, c'est que l'altruisme, la bonté, l'amour, la tendresse, c'est d'abord le sentiment le plus satisfaisant au point de vue de l'expérience vécue, et puis ça fonctionne parce que ça tient compte de l'interdépendance de tous les êtres. Au bonheur, Alexandre Jolien écrit dans des pages très belles qu'il préfère la joie. Oui. Et c'est le début d'ailleurs d'un dialogue à trois. On sent d'ailleurs que les plumes s'accélèrent, que tout à coup vous vous dites « Ah tiens, j'avais pas pensé à telle idée ». Vous allez chercher Christian Bobin, l'un des grands poètes d'aujourd'hui, qu'on invite très souvent dans cette émission. Vous vous interrogez sur cette hiérarchie intéressante ou pas entre bonheur et joie. Qu'est-ce que c'est la vraie joie, Alexandre Jolien ? Comment y parvient-on à la joie? Alors, je crois que là, c'était plus un désaccord sur les termes que sur le fond. Pour moi, la joie,
c'est une joie, j'allais dire, nietzschéenne, le fait d'être en plein accord, à dire oui à l'existence telle qu'elle se présente. Et je vois combien il y a de refus au quotidien. Dès qu'on se lève le matin, il y a toujours un truc qui grince. Et pour moi, la joie, je l'ai vue paradoxalement chez les gens les plus défavorisés, d'autres personnes handicapées. Et depuis lors, c'était peut-être la plus grande aspiration de ma vie. Comment être un oui au quotidien? Et de nouveau, comme disait Mathieu, pardon, Christophe, paradoxalement, il s'agit de prendre soin de soi tout en faisant moins cas de soi. Moi, je crois que le paradoxe de l'ascèse, c'est plus je me réprime, plus je me déteste, plus je suis dans une tension narcissique, mais il s'agit dans le même temps de faire moins cas de soi, typiquement. Est-ce qu'on se place au centre du monde? Est-ce qu'on considère le monde comme un ennemi? Ça, c'est très important, la manière dont on se lève le matin, en conquérant, en guerrier, ou on se lève sans pourquoi, j'allais dire. Sans pourquoi. Oui. Apprendre à vivre sans pourquoi. Extraordinairement difficile, ça, Christophe André, quand on n'est pas la sagesse du moine bouddhiste ou du philosophe qui part d'ailleurs au bout du monde pour essayer de trouver cette force. Comment conseillez-vous vos patients quand ils viennent en se disant « Mais moi, des pourquoi, j'en ai plein, docteur, j'en ai plein mes bottes, des pourquoi ». Qu'est-ce qu'on fait pour vivre sans pourquoi? Eh bien, il arrive qu'on leur recommande de chercher de lâcher les pourquoi. Au fond, pourquoi je suis malheureux, pourquoi je suis comme ceci, pourquoi je suis comme cela. C'est très bien de chercher pendant un certain temps. Et à un moment donné, il faut chercher plutôt le comment. Comment ça se fait que je n'arrive pas à me réjouir de choses qui devraient me réjouir, qui réjouissent d'autres personnes, etc. Et pour en revenir à cette histoire du bonheur, pour nous, en psychiatrie, le bonheur, c'est vraiment... c'est pas rigolo, c'est pas un sujet léger, c'est vital. Vous pouvez me la refaire, ça? Le bonheur, c'est pas rigolo. Non, mais souvent, le bonheur, c'est rose bonbon, c'est niaiseux, voilà, les petits livres avec des fleurs, des papillons, une couverture rose. C'est pas ça du tout. Moi, j'adhère beaucoup à cette phrase de Paul Claudel qui dit « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie ». Si nous n'avons pas le bonheur, la joie, le contentement, l'affection, etc. dans nos vies, c'est épouvantable. Regardez, l'existence, c'est quoi? Vous allez naître, souffrir, 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 mourir. Les gens que vous aimez vont naître, souffrir, 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 mourir. Si on n'a que ça, à quoi bon vivre? Par contre, si on arrive, entre les moments de souffrance, à comprendre qu'il y a des sources de joie, qu'il y a des grâces, qu'il y a des moyens de rendre les gens heureux, la vie devient respirable. C'est pour ça que pour nous, c'est un sujet sérieux, la joie et le bonheur. Il y a une chose très touchante. À un moment, vous fendez l'armure du psy et vous parlez à vos amis. Et j'ai trouvé ce passage, page 60, ça fait 15 lignes, extrêmement puissant. Vous écrivez « Spontanément, si je ne fais pas d'effort, je suis un dépressif qui peut traîner des pieds et raisonner de travers pour justifier sa vision du monde. » On a compris que la souffrance, c'était un mot qui revenait plus souvent dans votre bouche et votre pratique que bonheur, amitié, amour. C'est quoi les efforts qu'il faut déployer alors qu'on est psy, qu'on soigne la dépression, pour contrarier sa propre pente dépressive? Eh bien, ce sont les efforts qu'on demande à ces patients. C'est évidemment pas un hasard si je suis devenu médecin psychiatre. C'est parce que j'avais le souci d'aider les autres, mais parce que je sentais que si j'étais devenu plombier ou ingénieur, j'aurais peut-être été un bon plombier, un bon ingénieur, mais j'aurais été un humain très malheureux et qui aurait pu rendre ses proches malheureux, ses amis malheureux, etc. Ce que je veux dire dans ce passage, c'est que finalement, il n'y a pas à masquer ses propres vulnérabilités, il n'y a pas à masquer ses propres fragilités du moment que l'on montre qu'on fait des efforts pour avancer. Et il n'y a rien de honteux à avoir eu une dépression, avoir eu un cancer, même si on est médecin. On n'est pas obligé, parce qu'on est médecin, de ne souffrir de rien. Mais par contre, on est obligé de montrer à ses patients comment on peut affronter tout ça.
Et c'est un peu ça l'idée. C'est ce qu'on appelle la révélation de soi. Vous savez, pendant longtemps, en psychothérapie, on considérait qu'il fallait se taire. C'était le modèle de la psychanalyse. Et donc, on ne devait rien transmettre de soi-même. Et puis, on s'est aperçu que ça marchait parfois, que ça pouvait rendre service dans certains contextes, mais que parfois, il y avait un outil extrêmement puissant qui était la révélation de soi du thérapeute, ce moment où finalement le thérapeute transmet quelque chose de lui-même. C'est aussi ce qu'on essaie de faire dans ce livre. Dans ce livre, on ne donne pas de leçons théoriques, on essaie de parler de nous, non pas comme des modèles de perfection, mais comme des modèles en tant que tâcherons. On est des tâcherons de la condition humaine, on fait de notre mieux pour devenir de meilleurs humains, et tout ça s'inscrit dans la même logique. Alors, il y a de temps en temps, les tâcherons nous amusent beaucoup. Page 426, par exemple, je note ceci, c'est vous, Alexandre Jolien, qui l'écrivez. Vous racontez que vous avez inventé quelque chose de très très concret, ça va vous parler à tous. Le dossier RAF, R-A-F, qu'est-ce que c'est que le dossier RAF? Et j'invite tout le monde à s'en créer un. Oui, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un gastro-entérologue que j'ai consulté et il m'a examiné des pieds à la tête et il a dit désormais ton souci d'avoir un cancer des boyaux ou que sais-je, tu peux le mettre dans le dossier RAF, c'est rien à foutre. Et depuis, c'est un bon exercice. Il ne s'agit pas de plus avoir d'angoisse, mais de voir qu'il y a une rumination de faux problèmes. Alors, un anxieux que je suis, on ne peut pas dire arrête de raisonner. Au contraire, ça empire. Mais j'aime beaucoup cet exercice. Ça, c'est pour le dossier RAF, rien à foutre. Qu'est-ce qui importe vraiment ici et maintenant? Et l'exercice, c'est finalement à réitérer 1000 fois par jour. Chacun peut s'y prêter à cet exercice. Il y a des choses qu'on met dans le dossier RAF, rien à foutre, et puis d'autres que l'on garde soigneusement. Alors évidemment, on pourrait parler pendant des heures de ce livre, Trois amis en quête de sagesse, qui vient de paraître aujourd'hui, coédition à la réédition et l'Iconoclaste.